Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, encore une fois, merci pour vos bons mots. Et une fois de plus, je vous prie d'accepter mes vives félicitations pour votre brillante élection à la tête de notre institution parlementaire. Et je salue votre rôle de leadership que vous ne cessez de jouer depuis que Dieu le Père Céleste vous a confié cette mission. Mesdames et messieurs, les autres présidents des institutions de la République, je salue votre présence en dépit de votre agenda on ne peut plus chargé. Et merci d'avoir fait le déplacement de Porte-Nouveau. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaires et représentants des organisations internationales, honorables députés, chers honorables députés à l'Assemblée nationale, encore une fois, vous avez la gratitude de la nation pour le travail abattu. Depuis d'ailleurs que j'ai pris connaissance ou j'ai pris position de ces lieux, comme le vient de l'indiquer le président de l'Assemblée nationale. Je vous remercie pour votre accueil au nom de la République. Monsieur le préfet des départements de Louémé et du Plateau, monsieur le maire de la commune de Porte-Nouveau, merci pour votre accueil. Distingués sages, têtes couronnées et notables de notre capitale, mesdames et messieurs les représentants des cultes et confessions religieuses, distingués invités, honorables, mesdames et messieurs. Monsieur le Président, en ce moment solennel où je me tiens devant vous pour prononcer mon dernier message sur l'état de la nation, je voudrais implorer la miséricorde du Père Céleste sur notre pays, le Bénin, pour qu'il fasse régner sur lui et sa lumière et sa paix, qu'il comble chacune et chacun de vous, Monsieur le Président, Messieurs les présidents des institutions, honorables députés, de ces bienfaits afin que vous continuiez, chers honorables députés, Monsieur le Président, notamment de voter les lois les mieux à même d'assurer le bonheur du peuple béninois et de continuer le contrôle de l'action gouvernementale dans l'intérêt de notre peuple. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, devant votre auguste Assemblée, je m'acquitte avec beaucoup de considération et de respect du devoir de reddition des comptes que le constituant béninois a prescrit. Avant toute chose, je voudrais témoigner toute ma gratitude au peuple dont vous êtes les honorables représentants pour avoir bien voulu me confier la conduite de sa destinée depuis bientôt 10 ans. Ce fut un parcours exaltant et enrichissant au cours duquel j'ai essayé de le servir avec loyauté. Et j'ai aussi beaucoup appris, Monsieur le Président. Je voudrais ensuite vous remercier de l'accueil chaleureux que vous-même et autres honorables députés avez bien voulu me réserver au nom de la République. Mon gouvernement vous est très reconnaissant à justice des convenances dont vous l'entourez et qui traduisent, si besoin en était encore, Monsieur le Président, votre riche expérience de la gestion de l'institution parlementaire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, depuis bientôt 10 ans, disais-je, avec la synergie d'action des institutions de la République, j'ai œuvré pour que soit assurée à terme la prospérité
pour tous, j'allais dire pour tous les citoyens béninois, mes chers compatriotes, conscient du fait que le processus de développement d'une nation s'inscrit dans la durée et suppose une véritable refondation et une transformation positive dans l'éthique, la morale, les mentalités et les valeurs spirituelles de nous tous. Monsieur le Président, ce qui demeure ma vision et ma responsabilité, c'est de lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes, dans le contexte d'une croissance inclusive et résiliente, et de mettre en place les fondements d'un développement durable. Ainsi, malgré les limites inhérentes à toute œuvre humaine, j'ai la conviction que les politiques mises en œuvre ont permis des avancées, certes significatives, mais susceptibles d'être consolidées dans la durée. S'agissant de la gouvernance politique, Monsieur le Président, comme vous le savez, au plan de la gouvernance politique, soucieux du renforcement de l'édifice constitutionnel de notre pays, mon gouvernement a mis en œuvre une série de réformes politiques et institutionnelles, certainement de concert avec notre institution parlementaire, destinées à consolider et amplifier les acquis de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Dans cette optique et de concert avec votre auguste assemblée, d'importantes lois ont été votées, notamment la loi portant code électoral en République du Bénin, qui aura permis de regrouper les lois électorales éparses, facilitant ainsi la conduite du processus électoral dans notre pays. À l'épreuve des faits, Monsieur le Président, il apparaît que ce code devra être à nouveau revu et complété pour corriger ces insuffisances. Je n'oublie pas la loi portant lutte contre la corruption et les infractions connexes, avec l'installation effective de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Il s'agit d'une loi, Monsieur le Président, inscrite à votre actif, à l'actif de notre institution parlementaire, et je voudrais ici même exprimer toute ma gratitude. En outre, mon gouvernement, en collaboration avec les institutions habilitées, a veillé depuis 2006, vous l'avez si bien constaté, à la tenue régulière des élections communales, législatives, présidentielles, toutes choses qui participent du renforcement de nos acquis démocratiques. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, à l'analyse, pour approfondir le processus démocratique en cours, il paraît indispensable d'aller encore plus loin dans les réformes. Pour ce faire, il est absolument nécessaire d'instaurer un dialogue politique en notre sein, au sein du peuple, de la classe politique. Il permettra sans aucun doute de surmonter les méfiances, de discuter aux fins de réaliser l'union sacrée pour aborder dans la sérénité et le patriotisme les problèmes auxquels se trouve aujourd'hui confronté notre cher pays, le Bénin, notamment l'inadaptation de notre système partisan, Monsieur le Président, au regard de la problématique de l'unité nationale qui vous tient à cœur et qui nous tient à cœur, et du nécessaire regroupement des forces politiques. Notre Constitution est le défi de la morale et de l'éthique. Notre Constitution est la problématique de la bonne gouvernance dans notre pays. Notre Constitution est notre maison judiciaire. Notre Constitution est les exigences de la décentralisation. Notre Constitution est les défis des dérèglements climatiques. La question de la parité entre l'homme et la femme face à la problématique de la juste participation des femmes à la gestion des affaires de notre cité, de leur autonomisation, Monsieur le Président. Bref, notre Constitution, la stabilité de nos institutions, le renouveau démocratique et le renouveau économique pour le bonheur de notre pays. Au plan économique, la situation économique en 2015, Monsieur le Président, confirme les bonnes performances enregistrées depuis
quelques années. Ainsi, le taux de croissance économique est attendu pour s'établir à 5,2%, naturellement en 2015. Ce taux est supérieur à la moyenne, qui est de 4% en Afrique de l'Ouest, 3,8% en Afrique au sud du Sahara et 3,1% pour le monde. Cette croissance est portée, comme vous le savez, Monsieur le Président, notamment par la production agricole, le dynamisme de l'activité manufacturière et les services. De façon générale, depuis 2006, après la phase de hausse qui a porté le taux de croissance de 1,7% en 2005 à 6% en 2007, l'activité économique a enregistré une phase de décélération en raison notamment des crises financières, pétrolières et économiques en 2008-2009 et la chute de la production cotonnière et des inondations de 2010. La reprise enregistrée en 2011 s'est poursuivie pour atteindre un pic de 6,9% en 2013. Depuis 2011, Monsieur le Président. Donc, comme vous le constatez, nous avons connu 3 années successives de croissance soutenue. Toutefois, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est celle de savoir si cette croissance a pu impacter la pauvreté. Le Bénin, notre pays, n'a pas pu atteindre, je vous le dis la main sur le cœur, les objectifs du millénaire pour le développement en matière de cible sur la réduction de la pauvreté. Néanmoins, avec un taux de pauvreté de 40,1% en 2015, il se situe au premier rang dans notre région, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'on comprend ainsi que des défis restent à être relevés sur ce chantier, Monsieur le Président. Cette situation de persistance de la pauvreté, associée à la croissance démographique forte de 3,5% là, et au fort taux de sous-emploi des jeunes, dénote de l'insuffisance de notre croissance. Malgré l'insuffisance de cette croissance, le gouvernement a entrepris des efforts pour réduire les effets de la pauvreté monétaire, en privilégiant les transferts d'actifs aux populations pauvres sous forme de mise en place d'infrastructures socio-économiques aux communautés de base. Je veux citer, par exemple, Monsieur le Président, les pistes rurales, les centres de santé, les écoles, les cantines scolaires, l'eau potable, les diverses mesures de gratuité, et j'en passe. Il en a résulté une réduction significative du taux de pauvreté non monétaire qui est passé de 44% en 2006 à 29,4% en 2015. Somme toute, nos politiques doivent veiller à ce qu'à l'avenir, tous les efforts soient mis en œuvre pour obtenir une croissance inclusive. Inclusive parce que tout le monde en aura pris part, inclusive parce que tout le monde en aura tiré profit, résiliente par rapport au choc extérieur et durable, naturellement créatrice d'emplois pour la jeunesse et pour les femmes. En ce qui concerne l'inflation, l'évolution des prix à la consommation a été globalement maîtrisée, Monsieur le Président. Il est attendu pour l'année 2015 un taux d'inflation de l'ordre de 0,4%, inférieur au plafond communautaire de 3%, je pense à la norme au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce faible niveau d'inflation est en ligne avec la politique de maîtrise des prix mise en œuvre depuis 2006, en accord avec le système monétaire qui régit notre sous-ensemble. En effet, outre les années 2008 et 2012, caractérisées par des chocs exogènes dont nous avons déjà parlé, le niveau général des prix est globalement maîtrisé, de façon à tenter de sauvegarder le pouvoir d'achat de nos chers concitoyens. Du point de vue des finances publiques, il est à noter une stabilité financière
reconnue par les institutions internationales. Grâce à une gestion budgétaire prudente, visant la qualité de la dépense et le renforcement de l'efficacité des régies. Ceci a hissé notre pays au rang des pays ayant réussi à contenir le déficit budgétaire autour de 3% sur la période 2006-2015. Tout ceci a contribué à faire entrer notre pays dans le groupe des pays ayant respecté les critères de convergence en vigueur au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces avancées, Monsieur le Président, ont été possibles grâce aux réformes mises en œuvre par le gouvernement, dont les principales sont la création d'un guichet unique au port de Cotonou, la création d'un guichet unique des opérations du commerce extérieur, l'instauration en cours d'un programme de certification des valeurs, la mise en service d'un scanner mobile à l'aéroport, l'informatisation et le processus de dématérialisation au niveau des régies financières, la généralisation progressive de l'identifiant fiscal unique, etc. Dans la chaîne des dépenses, Monsieur le Président, plusieurs réformes ont été également entreprises et méritent d'être continuées et poursuivies pour la maîtrise de la qualité des dépenses publiques. Nous devons absolument accentuer nos efforts sur ce point capital de la gestion de la stabilisation financière dans notre pays. Au nombre de ces mesures, on peut citer l'arrimage des engagements de dépenses à la disponibilité de la trésorerie de la puissance publique, la mise en œuvre de la méthode FIFO, First In, First Out, dans l'engagement des dépenses, afin d'améliorer la célérité du paiement par l'État, la mise en place d'un système de messagerie électronique pour faciliter le suivi des dossiers des prestataires de l'État au ministère en charge des Finances. Par ailleurs, dans le but de renforcer l'assainissement des finances publiques dans notre pays, Monsieur le Président, mon gouvernement a initié en cette fin d'année, comme vous l'avez su, une vaste opération d'appurement de tous les engagements de l'État en instance au Trésor public. Cette opération a permis d'injecter dans l'économie près de 210 milliards de nos francs, représentant la totalité des instances de paiement au Trésor public en vue de relancer le secteur productif. Aussi importe-t-il de souligner que les différentes réformes mises en œuvre visent à renforcer la transparence budgétaire. Et le combat continuera sur ce point, Monsieur le Président. Ainsi, l'indice de transparence budgétaire est passé de 1 à 100 en 2012 à 45 sur 100 en 2015, ramenant le Bénin de la dernière à la seconde place au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, selon le rapport 2015 International Budget Partnership, IBT. Par ailleurs, Monsieur le Président, dans le domaine des marchés publics, maillon clé de l'efficacité de la chaîne des dépenses, des réformes importantes ont été initiées pour alléger les procédures de passation et d'exécution des marchés publics. Mais il reste bien entendu que ces actions devront être poursuivies et approfondies, Monsieur le Président. La conséquence de cette gestion prudente des finances publiques dans notre pays est la viabilité de la dette. Les dernières analyses conduites par les services techniques du ministère des Finances, de concert avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, montrent que la dette publique de notre pays demeure encore viable, avec un taux d'endettement qui ne devrait pas excéder 41% du produit intérieur brut à fin décembre 2015, contre un plafond communautaire de 70% du PIB, toujours au sein de l'UEMOA, et un risque faible de surendettement. Autrement dit, Monsieur le Président, pour 100 francs point revenu de 100 francs CFA, la charge de la dette se situe à 41 francs CFA, alors que la norme dans les pays de l'UEMOA autorise 70 francs CFA. Cependant, il y a lieu de poursuivre les efforts visant à faire face au service de la dette, ce qui requiert, comme vous l'imaginez, Monsieur le Président,
l'accélération, la sincérité et la profondeur des réformes des régies. Il fait allusion notamment à la douane, aux impôts, au trésor, etc. Somme toute, les performances macroéconomiques sont restées solides, Monsieur le Président. Les faibles niveaux de déficit budgétaire ont maintenu la dette à un niveau bas, ce qui fournit un espace budgétaire favorable à l'augmentation des investissements publics en vue de corriger le gap infrastructurel, notamment dans les domaines de l'énergie, je dis bien de l'énergie et du transport, et d'améliorer ainsi l'environnement des affaires. En dépit de cet effort de gestion prudente des finances publiques, le gouvernement s'est vu confronté à des difficultés liées à la pression sociale, relative notamment à l'augmentation de la masse salariale, ce qui a pour conséquence la dégradation du ratio masse salariale sur recette fiscale. Ce ratio est passé de 35,6% en 2006 à 45% en 2015, contre une norme communautaire de 35 francs. Autrement dit, sur 100 francs de recette fiscale, le Bénin a fait 45 francs pour faire face aux obligations de salaire et indemnités, etc. de l'administration, contre une norme de 35 francs. Nous croyons à la stabilité financière, Monsieur le Président, si nous avons pris cette orientation. Mais attention, c'est comme si 1% de notre population s'arroge presque la moitié de la richesse nationale. Il se pose là un problème d'éthique et de morale et de la qualité de la gouvernance. Cette dégradation constitue, Monsieur le Président, un facteur d'éviction des investissements publics censés porter la croissance économique. Il importe alors de plaider à l'avenir pour une meilleure gouvernance syndicale, soucieuse à la fois des équilibres sociaux et macroéconomiques, et peut-être l'approfondissement des réflexions sur la répartition des salaires au sein de l'administration, des institutions, etc., Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, la relance économique, j'allais dire la relance durable de l'activité économique dans notre pays, requiert l'assainissement du climat des affaires en vue de créer un environnement propice à l'éclosion du secteur privé. S'inscrivant dans la logique des bons résultats obtenus en 2014, mon gouvernement a accéléré l'approfondissement des réformes. Il en a résulté la reconnaissance du Bénin par la communauté internationale, la seconde année consécutive, comme pays figurant parmi les 10 meilleurs réformateurs du monde. Cette amélioration de l'environnement des affaires a permis à notre pays d'attirer d'importants investissements directs étrangers. Ainsi, selon le rapport 2015 de la CNUSED, le Bénin, notre pays, a enregistré sa meilleure performance, ou enregistre sa meilleure performance pour la 3e année consécutive, avec 377 millions de dollars américains d'investissements directs étrangers entrants. L'économie béninoise aurait ainsi absorbé en 2014 plus de 7 fois le montant des capitaux étrangers de 2006, qui était de 53 millions de dollars US, soit une augmentation de plus de 600%. La consolidation de ces résultats, Monsieur le Président, requiert la poursuite, toujours la poursuite et l'approfondissement des réformes engagées, notamment celles s'inscrivant dans le cadre de Doing Business, l'efficacité de l'administration, la dématérialisation des procédures douanières, fiscales, judiciaires et administratives, l'accès aux facteurs de production, la sécurisation du cadre juridique de construction et de l'habitat, l'élimination de tout obstacle à la libre circulation des personnes et la facilitation du financement des jeunes entrepreneurs sans garantie, Monsieur le Président. Relativement à ce dernier point, une loi UEMOA portant sur les bureaux d'information sur le crédit est transmise au Parlement, de votre attention et en attente d'examen.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, une des réformes véritables prérequis pour le renforcement de ces acquis est la résolution de la question récurrente de la corruption, Monsieur le Président. Par rapport à ce défi, mon gouvernement se réjouit de l'existence désormais, dans l'arsenal juridique béninois, de la loi portant lutte contre la corruption et les infractions connexes. À la suite de cette loi, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption a été installée, et je m'en félicite, Monsieur le Président, sous la supervision de notre institution parlementaire. Une stratégie anti-corruption compatible avec les exigences du Millennium Challenge Corporation, MCC, a été mise en place. De même, consécutivement aux événements malheureux qui ont durement éprouvé les organes de contrôle de l'ordre administratif, mon gouvernement a pris la décision de réformer l'inspection générale d'État pour la transformer en bureau de l'auditeur général, afin de mettre l'accent sur la prévention des risques d'irrégularité et l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Monsieur le Président, malgré ce dispositif institutionnel, les progrès n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. S'agit-il alors d'un manque d'efficacité de nos institutions, d'une insuffisance de moyens ou d'une démission collective, Monsieur le Président? Il s'agit là d'une réflexion que je soumets à votre réflexion. Et je sais que vous en êtes ouverts. Nous continuons les débats et les discussions, car nous devons changer, Monsieur le Président. La corruption est véritablement un cancer que nous devons soigner. Sinon, nous nous élirons de cet objectif poursuivi, c'est-à-dire celui de l'éradication de la pauvreté dans notre pays. C'est une affaire de tous, de chacune et de chacun, Monsieur le Président. Toujours dans le domaine de la lutte contre la corruption, si des dispositions sont prévues pour réprimer l'enrichissement illicite, la réalité est que dans la pratique, Monsieur le Président, ces dispositions sont insuffisamment exploitées. Il en a de même pour ce qui concerne la déclaration de patrimoine qui est prévue par la loi, qui, à mon sens, apparaît comme une simple formalité du fait de l'absence d'un mécanisme efficace de contrôle de la crédibilité des déclarations. Tout ceci appelle de notre part, Monsieur le Président, des réflexions profondes, c'est bien de notre part, de la part de la nation tout entière, des réflexions profondes pour renforcer notre arsenal juridique en matière de lutte contre la corruption. Monsieur le Président, il s'agit là d'une question fondamentale qui aujourd'hui nous éloigne de cet objectif majeur, un Bénin paisible, stable, sécurisé et prospère. Au-delà de la volonté d'un homme et de l'existence d'une institution dédiée à la lutte contre la corruption, Monsieur le Président, je vous le dis, en ce moment capital du combat politique qui m'anime, le combat pour la sauvegarde de l'intégrité publique existe dans notre pays une union sacrée de tous, un changement de mentalité en profondeur d'éthique et de morale. Il ne s'agit pas d'une affaire du seul président de la République ou du seul président de l'Assemblée nationale ou des seules institutions. Il s'agit d'une affaire qui concerne toute la nation, toute la République. Il se pose alors, Monsieur le Président, la question de savoir jusqu'où les Béninois veulent-ils aller avec cette exigence. Et c'est indispensable dans notre marche pour la paix, la stabilité et la prospérité. Cette interrogation soulève la question non moins importante de l'efficacité de notre justice pour mettre fin à l'impunité et à la corruption. C'est une question. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je crois que je la pose devant le Président de la Cour suprême, qui certainement m'écoute très religieusement sur cette question.
et dont je lui ai parlé un certain nombre de fois. Qu'allons-nous faire pour progresser sur ce chemin? C'est le prérequis, c'est le préalable à notre combat pour l'élimination de la pauvreté pour un Bénin qui partage. Les efforts consentis pour l'amélioration du climat des affaires et la lutte contre la corruption ne sauraient porter leurs fruits sans une justice crédible qui assure la célérité dans le traitement des dossiers et garantit le droit de propriété et la liberté d'entreprendre, ce qui suppose l'absence d'insécurité judiciaire et la prévisibilité des décisions de justice. Dans ce cadre, Monsieur le Président, diverses mesures de soutien ont été entreprises en 2015 et visent le renforcement des capacités, tant en matière de modernisation du réseau juridictionnel qu'en matière de recrutement d'un effectif critique d'auxiliaires de justice et d'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel à travers la prise en Conseil des ministres de décrets spécifiques. Le gouvernement s'est engagé dans ces actions hardies, conscient du fait que sans une justice efficace, il n'y aura jamais de développement économique et social durable. Toutefois, ces actions se sont révélées de portée limitée encore une fois, en raison notamment de trois obstacles majeurs. Le premier est relatif aux mouvements sociaux dans le secteur de la justice, devenus récurrents, avec des durées plus en plus longues, pénalisant les justiciables, handicapant l'entrepreneuriat, au total, le bon fonctionnement de notre économie. Le second, Monsieur le Président, je suis désolé de le dire, se rapporte à la politisation d'un certain noyau de magistrats, alors que d'autres, que je respecte, forcent l'admiration de par leur conscience véritablement professionnelle. Et je les remercie au nom de la République. Cet état de choses, Monsieur le Président, enlève à notre justice l'impartialité nécessaire pour dire le droit et rien que le droit. Le troisième est lié à l'inexistence d'un tribunal de commerce susceptible d'assurer le traitement diligent des contentieux en matière commerciale dans le but d'améliorer la compétitivité de notre économie. La justice en elle-même constitue un vrai pouvoir qu'il faut respecter, à qui il faut assurer une véritable indépendance. L'indépendance vis-à-vis des autres institutions, l'indépendance vis-à-vis de l'argent et l'indépendance vis-à-vis d'autres pouvoirs. Monsieur le Président, je suis venu pour vous dire au revoir et je dois vider tout ce que je ressens et les obstacles auxquels j'ai été confronté tout au long des 10 années pour lesquelles j'ai eu le privilège d'avoir cette responsabilité. J'aime mon pays, le Bénin, et je vous aime. Et j'adore tout le peuple béninois. Et je lui souhaite une bonne chance. Il urge donc d'examiner les voies et moyens pertinents pour préserver ce secteur des mouvements sociaux d'une part, Monsieur le Président, accélérer la création des juridictions commerciales dont les textes de création sont déjà transmis à l'Assemblée nationale d'autre part. Au nombre des réformes engagées dans le secteur de la justice, figure en bonne place l'allègement des procédures pouvant permettre la saisine de la Haute Cour de justice. Vous le savez, Monsieur le Président, et je suis prêt à y répondre. Ceci est indispensable. Le vote d'une loi visant l'autonomisation effective de l'autorité nationale de lutte contre la corruption et les moyens conséquents à lui donner et son indépendance. Le vote d'une loi spécifique visant la création d'un parquet financier. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, au plan social, en cette année 2015, qui marque le terme des objectifs du millénaire pour le développement, notre pays, le Bénin, peut se féliciter des résultats obtenus, même s'il nous reste des défis, beaucoup de défis à relever. Ainsi, pour l'OMD 1, lié à l'éradication de l'extrême pauvreté, la cible relative
à la réduction de moitié de la proportion de la population qui souffre de la faim a été atteinte, Monsieur le Président. Cette performance a obtenu la reconnaissance de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, à travers les 2 prix décernés à notre pays en 2012 et en 2015. De même, la cible de l'OMD6 visant à enrayer la propagation du VIH-Sida et inverser la tendance actuelle a été également atteinte. Des progrès remarquables ont été aussi réalisés dans les domaines des OMD relatifs à la scolarisation dans le primaire, la parité garçons-filles dans les différents ordres d'enseignement, la couverture en soins prénataux, la proportion d'enfants de moins de 5 ans dormant sous moustiquaires imprégnés d'insecticides, etc. Il en est de même de la proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le cadre d'un traitement direct à court terme et sous observation, et de la proportion de la population utilisant une source d'eau potable améliorée. Au plan du développement des ressources humaines, Monsieur le Président, les actions de mon gouvernement ont porté sur des interventions fortes dans le domaine de l'éducation et de la formation. Actions qu'il faut consolider, la santé et la protection sociale. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, les mesures de gratuité dans l'enseignement maternel, filles comme garçons, la gratuité de l'enseignement secondaire pour les filles de la 6e jusqu'en terminale. 12 000 enseignants sont en cours de recrutement au titre de l'année pour combler le déficit de l'année 2015, pour combler le déficit constaté, dont 6 750 pour les enseignements maternels et primaires, 4 866 pour le secondaire et 384 pour le supérieur. En vue de garantir l'assurance qualité, des formations continues sont assurées à tous les ordres d'enseignement. Concomitamment à la révalorisation de leur traitement indiciaire, cette assurance qualité pourrait être davantage renforcée sur le dialogue gouvernement central et confédération syndicale se poursuivait de manière harmonieuse. Nous devons être conscients de cette situation pour éviter à notre jeunesse une formation de faible qualité en raison des grèves prolongées dans le secteur public. Au niveau de la santé, les efforts de mon gouvernement ont porté sur la poursuite des mesures de gratuité et la lutte contre les maladies prioritaires. Ainsi, à la mesure de gratuité de la césarienne s'ajoute celle de la prise en charge des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans atteints de paludisme, qui a permis, à la date du 30 juin 2015, de prendre en charge 48 627 enfants et 7 842 femmes. Ces efforts portent également sur la construction, la réhabilitation et l'équipement de centres de santé et d'hôpitaux sur toute l'étendue du territoire national, permettant ainsi la mise en service de 2 hôpitaux de zone, l'inauguration de l'hôpital départemental et la poursuite des travaux de construction ou de réhabilitation de 3 autres hôpitaux de zone. Pour accroître la protection sociale et l'étendre aux couches les plus déshéritées, Monsieur le Président, le régime d'assurance maladie est initié et mis en œuvre, surtout dans les zones rurales. À ce titre, 35 000 acteurs des secteurs informels et agricoles, dont 7 427 indigents, sont affiliés au RAMU, dont le poids, le caractère législatif est en passe d'être examiné sous votre soin, Monsieur le Président. Et je vous remercie de votre sollicitude. À cet égard, il convient de rappeler à votre aimable attention que la loi relative à cette importante intervention pour nos populations, comme je viens de le dire, est en attente d'adoption par votre auguste institution. Et je ne doute pas un seul instant de vos diligences habituelles, Monsieur le Président, honorables députés. Concernant l'emploi de la jeunesse et des femmes,
dans le cadre de la mise en œuvre des politiques actives du marché du travail. 5 750 jeunes ont bénéficié du programme d'appui à l'emploi salarié en 2015. En complément à cela, 10 000 nouveaux emplois sont créés dans le domaine des technologies d'information et de communication et centres d'appel. Par ailleurs, la mise en place du Business Promotion Center, les BPC, avec l'appui du programme du PNUD, dont je salue ici Madame la représentante, cet appui se poursuit avec la construction des centres de Paubert, Boycon et Candy. À toutes ces actions s'ajoute l'intermédiation entre l'offre et la demande d'emploi. Cette année, 63 800 chercheurs d'emploi ont été accueillis au niveau de ces BPC. 21 200 ont été orientés vers l'information crédible et 6 000 ont bénéficié d'un encadrement en technique de recherche d'emploi. D'un autre côté, le programme spécial de promotion des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries a permis la mise en place de 30 unités de transformation de matières premières dans 26 communes, au profit des groupements de femmes et de jeunes, avec pour effet la création de 200 emplois permanents et saisonniers. L'appui en équipement de transformation des matières premières dans 5 filières à 200 groupements de femmes et de jeunes, répartis dans 30 communes, entraînant la création de 300 emplois permanents et saisonniers. Des efforts, Monsieur le Président, restent cependant à faire. C'est pour cela que le regard est déjà tourné vers l'après 2015, avec l'adhésion de notre cher pays aux objectifs de développement durable, ODD, et la mise en place par mon gouvernement d'un cadre d'élaboration de la stratégie nationale d'opérationnalisation de ces ODD pour l'appropriation et l'alignement de nos politiques nationales et sectorielles sur les ODD. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, l'énergie, dans le domaine des infrastructures, l'énergie est pour le développement ce que le sang est pour le corps humain. Elle constitue l'alpha et l'oméga pour le développement. Elle conditionne l'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à la sécurité, à l'amélioration des conditions de vie. Autrement dit, l'énergie est le facteur fondamental et préalable à toute croissance économique, sociale et à tout équilibre territorial. En la matière, les actions du gouvernement, notamment en 2015, visant à améliorer l'approvisionnement en énergie électrique, à étendre les réseaux de transport et de distribution sur toute l'étendue du territoire national et mener une politique offensive dans le domaine de l'électrification rurale. Ainsi, pour doter notre pays de grandes capacités de production d'énergie électrique, afin de soutenir le développement économique et industriel d'un Bénin émergent, le gouvernement a négocié et signé des conventions de concession pour plus de 700 MW et des accords d'achat d'électricité pour près de 200 MW. Pour le compte de l'année 2015, les travaux ont effectivement commencé, Monsieur le Président, pour une capacité totale de 272 MW, toutes sources d'énergie confondues, compte des importations de 200 MW du Nigeria et du Ghana, près de 60 MW, et une promesse de 300 MW additionnels. 50 MW du Ghana, et 68 MW actuellement installés sur notre territoire. De plus, les négociations sont en cours avec Sinhydro pour l'aménagement hydroélectrique du fleuve Ouémé, précisément à Dogobis, à Betero, à Vossa. Après, naturellement, la pose de la première pierre avec mon cher collègue, le président Faure Gnassingbé du Togo, la pose de la première pierre de la construction du barrage d'Adjarala,
il y a de cela quelques jours. Donc, j'allais dire, l'aménagement hydroélectrique du fleuve Ouémé, précisément de Gobis, Kétou de Gobis, à Béterou et à Vossa, pour 200 MW additionnels, et le projet de 120 MW thermiques, gaz sur financement de la Banque islamique de développement. Sur ce point, nous institutions leur procédure. Nous sommes toujours à la phase de l'appel d'offres, Monsieur le Président. La stratégie du gouvernement est de jeter, dès cette année, les bases pour atteindre une autosuffisance énergétique dans un horizon très proche, dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus. Au total, ce sont des investissements privés de plus d'1 milliard de dollars US, soit plus de 600 milliards de nos francs, qui seront investis les 3 prochaines années, Monsieur le Président. S'agissant de l'électrification des localités rurales et la densification des réseaux électriques dans les villes, les actions menées ont porté sur l'achèvement des travaux de l'électrification rurale du projet Facilité Énergie au niveau de 105 localités, le démarrage des travaux de plusieurs tranches de projets d'électrification d'un total de 384 localités rurales sur plusieurs financements, y compris celui du Crédit Suisse pour 300 localités dont la demande de ratification a été soumise à votre auguste institution. Il importe de signaler, sans abuser de votre temps, on ne peut plus précieux, Monsieur le Président, que nous avons fini avec l'électrification de tous les 77 chefs-lieux de communes. En 2006, il existait encore 12 chefs-lieux de communes qui étaient privés de l'électricité. Sur les 546 chefs-lieux d'arrondissement, les actions sont en cours pour la couverture de 105 des 105 restants. Ces derniers seront pris en compte dans ce cadre de Crédit Suisse d'un montant total de 250 millions de dollars US. Il est aussi important de souligner les engagements substantiels dans le secteur des énergies renouvelables, et ceci en relation avec les défis que posent les dérèglements climatiques. Le programme Lumière pour tous, Monsieur le Président, le programme PRODER de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour 6 mini-centrales, 650 lampadaires et 164 kits solaires. Le programme national PROVES pour 15 000 lampadaires et 105 mini-centrales et systèmes de pompage solaire. Le programme américain avec 1500 lampadaires solaires, etc. Enfin, la reconnaissance de la justesse de notre vision et de notre stratégie énergétique sur le mix énergétique. Point béné émergent a conduit à la signature du second compact du MCC pour 403 millions de nos francs, de 403 millions de dollars US exclusivement consacrés au secteur de l'énergie. C'est le lieu de saluer dès à présent Madame l'ambassadeur des États-Unis pour le Bénin, car c'est la première fois qu'au titre du second compact, Monsieur le Président, un pays reçoit un montant supérieur à celui du premier. Et quand je me rappelle aussi les conditions dans lesquelles ce second compact a été signé, il ne peut que saluer l'appréciation que fait la communauté internationale d'une manière générale et américaine d'une manière particulière de notre démocratie, car les cérémonies ont eu lieu, contrairement à ce qui se passe avec les autres pays, je dis bien ont eu lieu à la Maison-Blanche, avec toute la solennité requise. Je demande à Madame l'ambassadeur des États-Unis pour le Bénin de transmettre notre gratitude au nom de la République et de ses institutions. Au plan institutionnel, Monsieur le Président, il faut noter la mise en place effective de l'autorité de régulation de l'électricité et la nécessité de la rendre opérationnelle. Celle-ci est appelée à jouer
un rôle primordial dans l'ouverture du secteur de l'énergie au secteur privé. Je ne terminerai pas ce chapitre sans saluer l'effort des autres partenaires au développement. Et je crois, toute chancellerie confondue, sur notre volonté de faire en sorte que le Bénin puisse absolument réussir sa transition énergétique dans un contexte mondial, marqué par notre volonté de répondre efficacement aux défis des changements climatiques. Et là aussi, merci à Madame l'ambassadeur de la République française. Et je lui demande d'ores et déjà de transmettre notre reconnaissance aux autorités françaises et aussi à toute la communauté internationale pour le succès éclatant que nous avons eu. La COP21, Monsieur le Président, vous en avez pris part, et ces négociations qui ont abouti, je crois, à l'accord du siècle, pour la première fois, et ceci avec un consensus, j'allais dire avec unanimité, avec les pays réputés comme les pays pollueurs. Et je pense, j'ai bon espoir, que le leadership que joue aujourd'hui la France et les autres pays, naturellement, et la volonté du continent africain, et tout ceci réuni contribuera à épargner notre monde et notre planète des conséquences néfastes des changements climatiques, des dérèglements climatiques. Honorable député, dans le domaine des infrastructures routières, il n'est pas superflu de rappeler ici que la route du développement passe par le développement de la route, dit-on. Conscient de cette réalité, le gouvernement a fait de la construction et de la réalisation de nos routes une de ses priorités majeures. Dans ce cadre, il est à signaler que, sur la dernière décennie, Monsieur le Président, ce sont les statistiques fournies par les services techniques du ministère des Transports publics, un total de 1000 km linéaires, soit une moyenne de 100 km par an, ont été réalisés, contre 1216 km linéaires sur la période 1960-2006, soit une moyenne de 26 km, 26,43 km par an. Demeure peut-être les débats sur la compilation des statistiques, Monsieur le Président. Par ailleurs, face à la raréfaction des ressources traditionnellement mobilisées pour la construction de ce type d'infrastructure, mon gouvernement a opté, à l'instar des autres pays de la sous-région, de recourir à des mécanismes innovants de financement mettant l'accent sur le partenariat public-privé. Et dans ce cadre, un total de 2000 km linéaires de routes, d'un coût total de 1300 milliards de nos francs, répartis sur toute l'étendue du territoire national, sera lancé par mon gouvernement dans les prochains jours, car les infrastructures routières sont en corrélation, ou leur état, en corrélation avec la reprise économique. Monsieur le Président, il en est de même des autres infrastructures. Ces travaux vont se dérouler sur 2 à 3 ans. L'ère des grands travaux autoroutiers suivra bientôt par le secteur privé, par les PPP, les BOT, les BO, etc. Je crois que le cadre juridique se trouve aujourd'hui sur votre bureau, Monsieur le Président, et je suis convaincu que vous allez accorder une attention particulière à l'adoption de cette disposition juridique pour que notre pays ouvre enfin cette ère, j'allais dire, des infrastructures autoroutières. Il faut qu'on en finisse avec la route construite pour 2 véhicules. Nous rêvons à des possibilités d'ouvrir nos routes à 6 véhicules à la fois, conformément aux indicateurs des pays développés. De même, le processus de modernisation du chemin de fer se poursuit avec la création à terme de la nouvelle société Benirail, qui doit renforcer l'intégration de notre pays dans la sous-région. Dans le domaine portuaire, les efforts de modernisation et de renforcement des capacités de notre port se poursuivent avec en perspective la réfection du quai nord
dans le cadre d'un partenariat public-privé. Le sous-secteur du transport aérien a été marqué par la réhabilitation et le développement des infrastructures et des installations terminales de la plateforme aéroportuaire de Cotonou, le vote du Code de l'aviation civile et commerciale. Et je vous en remercie. Le chantier majeur de ce sous-secteur au cours des dernières années est la construction et l'équipement partiel de l'aéroport de Tourou avec l'appui du secteur bancaire, ceci en connexion de la stratégie de décongestionnement de notre port et surtout la connexion de notre pays avec les pays de l'Interland. Toujours au titre des infrastructures, les technologies de l'information et de la communication, toujours dans le cadre de l'économie numérique, doit bénéficier d'une attention soutenue, notamment dans le cadre de l'utilisation, je viens de le dire, de l'économie numérique comme levier de création d'emplois pour les jeunes. Au total, le développement de l'énergie, surtout l'énergie pure, l'énergie pour la lumière pour tous, et l'énergie pure, non polluante, renouvelable, solaire, éolienne, biomasse, l'hydroélectricité, etc. Le développement de l'économie numérique et des infrastructures constitue, Monsieur le Président, une condition incontournable de promotion de l'emploi et donc un contenu réel à notre démocratie pour éviter ou pour donner les moyens à cette dernière, cette démocratie, de continuer de nous habiller, de nous nourrir, de nous soigner et de nous éduquer. L'environnement économique ainsi présenté est renforcé par la mise en œuvre de la nouvelle politique agricole, un secteur dans lequel la filière coton, par son importance pour l'économie béninoise, continue de bénéficier d'une attention particulière dans le cadre d'une prise en charge à titre transitoire et spéciale de la gestion des campagnes en attendant l'élaboration des nouveaux accords cadres. Les différentes mesures prises ont permis d'insérer dans une tendance haussière de la production de coton depuis 2011. Ainsi, d'une production de 190 000 tonnes en 2005, nous avons décliné à 137 000 tonnes en 2010, avant de remonter à 300 000 tonnes et près de 400 000 tonnes en 2014. Pour 2015, Monsieur le Président, les estimations provisoires tablent sur une production d'environ 320 000 tonnes, marquant un repli par rapport à 2014 en raison des effets des changements climatiques, c'est-à-dire la pénurie de pluie, puisqu'il s'agit d'une production pluviale. Concomitamment, les autres filières prioritaires ont bénéficié d'appuis appréciables, et notamment le riz, le maïs, l'ananas, l'anacarde, les cultures maraîchères, le palmier à huile, le lait et la viande, à travers divers programmes et projets et réformes, qu'il s'agisse de production végétale, animale ou halieutique. Les améliorations ont été enregistrées. Le secteur agricole constitue le premier réservoir d'emploi, vous le savez, Monsieur le Président. Plus de 60% des hommes actifs et 35,9% des actifs féminins réellement occupés exercent une profession agricole. Dans ce secteur aussi déterminant pour notre économie, il nous faut mettre l'accent sur la consolidation des avancées enregistrées dans la diversification des filières, tout en organisant celle-ci sur la base d'un partenariat comprenant l'État, les producteurs, les microproducteurs, le secteur privé, les partenaires au développement, intensifier la mécanisation, encore embryonnaire, et surtout poursuivre la réorganisation de toutes ces filières. Mettre l'accent, Monsieur le Président, sur le financement de l'agriculture, sur la réhabilitation de nos pistes rurales, l'organisation des marchés locaux, nationaux et régionaux,
sans oublier la nécessaire transformation de nos productions agricoles pour plus de valeur ajoutée. Nous devons absolument évoluer sur l'échelle des valeurs ajoutées de manière à accroître le revenu de notre monde producteur. Monsieur le Président, il s'agit là d'un défi que nous devons relever et qui interpelle dans la nouvelle équipe qui prendra la charge au cours des prochains mois, Monsieur le Président, avec naturellement la bénédiction de la nation et de notre Dieu, le Père Céleste. Ce nouveau cadre est basé sur le renforcement de l'implication des producteurs et des autres acteurs marginalisés dans la prise de décision, ainsi que la restauration du rôle de l'État dans l'exercice de ses fonctions régaliennes. L'État ne peut jamais se retirer de l'agriculture et d'une quelconque filière, Monsieur le Président. Il s'agit là d'une conviction personnelle que j'aurai l'occasion de partager, de continuer de partager avec vous. Par ailleurs, la diversification de la base agricole et des filières devient une nécessité et les réformes sur le foncier, l'accès à l'eau, comme je viens de le dire, la mécanisation, le financement, les pistes sur les marchés locaux, nationaux et régionaux nécessitent incontestablement la transformation de nos productions agricoles. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, l'ensemble des progrès économiques et sociaux réalisés ou à réaliser par notre économie, si nous n'y prenons garde, risque d'être annihilés par les dérèglements climatiques. Je viens d'en parler. Il constitue aujourd'hui un défi majeur, non seulement pour le Bénin, notre pays, mais encore pour l'humanité tout entière. Après le défi de la sécurité, eh bien, il faut régler la question et faire face au défi des dérèglements climatiques. Il constitue, ces dérèglements climatiques, constitue aujourd'hui une préoccupation mondiale majeure, je viens d'en parler, et affecte surtout les populations qui subissent au jour le jour ces effets néfastes dans le domaine de l'agriculture, de la santé, de l'assainissement, bref, dans l'ensemble des secteurs socio-économiques. Aussi, au-delà des mesures internes prises par mon gouvernement visant à restaurer le couvert végétal de notre pays, notamment à travers le projet 10 millions d'arbres, Monsieur le Président, et le principe de subordonner tout projet d'infrastructure à la réalisation d'une étude d'impact environnemental, le Bénin a-t-il adopté à la 21e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique COP21, je viens d'en parler, l'accord dont les objectifs sont libellés comme suit. Je lis. Compte tenu de l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel, étant entendu que cela réduirait sensiblement le risque et les effets des changements climatiques. Fin de citation. Après l'ouverture. Dès lors, nous devons donc nous organiser pour traduire dans les faits concrets, c'est-à-dire à travers nos politiques, nos stratégies, nos programmes et nos réformes, cet engagement souscrit au niveau mondial. Dans cette perspective, il nous faut renforcer le déploiement d'énergies renouvelables, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, accroître nos efforts pour minimiser la vulnérabilité aux impacts des changements climatiques dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, des transports, sans oublier la gestion durable du littoral, allusion faite à les régions côtières, Monsieur le Président. Au plan de la gouvernance diplomatique, le Bénin s'est illustré par de nombreuses actions qui confirment le rayonnement de sa politique extérieure et le dynamisme de sa diplomatie.
après l'Union africaine, dont il a assuré la présidence en exercice en 2012, et le Bureau de coordination mondiale des pays les moins avancés, dont il a assuré la présidence de 2012 à 2015, notre pays, le Bénin, continue de présider le sommet des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et l'autorité du bassin du Niger. À Abuja, le 17 décembre dernier, le Bénin a été honoré de se voir confier la présidence de la commission de la CEDEAO de 2016 à 2018, et ceci après avoir couru après ce poste pendant 40 ans. Historiquement, en son genre, cet événement mérite d'être signalé car depuis la création de cette institution d'intégration régionale il y a 40 ans, jamais notre pays n'a accédé à un niveau de responsabilité aussi élevé dans cette organisation. Étant entendu que la présidence comporte un mandat de 4 ans et non de 2 ans, l'année 18 sera la remise à plat et naturellement, le Bénin achèvera son mandat de 2018 à 2020 pour se conformer au traité que vous avez ratifié ici, Monsieur le Président, portant sur la création de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, l'élargissement sans cesse croissant de notre réseau diplomatique, qui s'est traduit par l'ouverture de plus d'une dizaine d'ambassades et de consulats généraux, témoigne, Monsieur le Président, de l'excellente qualité de nos relations avec le reste du monde. De même, la présence dans notre pays d'un nombre impressionnant de représentations diplomatiques et consulaires en constante augmentation démontre, si besoin en était encore, à suffisance le degré de confiance dont jouit notre pays auprès de ses partenaires au développement. À cet égard, l'élévation par les hautes autorités équato-guinéennes et gabonaises de leur consulat général à Cotonou au rang d'ambassade est assez révélatrice de ce degré de confiance. Enfin, la voix du Bénin n'a cessé de résonner haut et fort dans les enceintes internationales, tant à l'Union africaine qu'aux Nations unies, ainsi qu'à l'occasion de rencontres bilatérales avec les principaux dirigeants de notre planète. Au total, je puis vous dire, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, devant les présidents des institutions que notre pays sur la scène internationale, et ceci devant les représentants, les 10 représentants de la communauté internationale ici présents, dont je salue la présence, que notre pays sur la scène internationale bénéficie d'une attention soutenue et jouit d'une grande considération que je vous invite à préserver à tout prix. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, s'agissant de la gouvernance administrative, il ne serait pas inutile de rappeler que beaucoup d'actions ont été engagées pour faire de notre administration une administration de développement. Mais je reste conscient que l'atteinte de cet idéal demeure toujours un défi, un voyage qu'il faut renforcer, qu'il faut poursuivre, Monsieur le Président, que nous devons résolument chercher à relever. C'est le préalable, car l'administration, qui n'est pas un vecteur de développement, ne peut que détruire les bases de notre nation et saper la capacité de produire, donc notre système productif. Dans le domaine des médias, le défi le plus important, Monsieur le Président, reste le passage de l'analogique au numérique. Si notre pays, comme beaucoup d'autres en Afrique et dans le monde, a manqué le rendez-vous du 17 juin 2015, mon gouvernement poursuit les efforts pour l'effectivité de cette révolution mondiale. Et jusqu'ici, aucun pays de notre sous-région, aucun pays du continent n'a encore atteint, n'a encore réalisé, n'a encore répondu à ce rendez-vous mondial. Mais, je le dis, je prends cet engagement en lieu et place de la nouvelle équipe pour que notre pays soit au rendez-vous. Aussi notre presse, véritable pouvoir
doit-elle être un vecteur de développement et de consolidation de notre démocratie. C'est cet esprit de responsabilité qui va de pair avec l'exigence de la dépénalisation qui constitue l'idéal qui nous anime, Monsieur le Président. Sans abuser de votre temps, on ne peut plus précieux. Mon message serait incomplet, Monsieur le Président, s'il n'appelait pas ou s'il n'appelait votre attention sur le volet sécuritaire qui revêt de nos jours une dimension beaucoup plus régionale, qui prend les proportions internationales du fait de la mondialisation du crime et qui appelle de notre part la dynamisation de la coopération régionale en matière sécuritaire. Et surtout, le rôle que doivent jouer nos populations, le rôle que doit jouer chaque citoyenne, le rôle que doit jouer chaque citoyen pour garantir la sécurité, laquelle détermine la liberté qui est un attribut de notre démocratie. La liberté d'aller et de revenir, la liberté de jouir de sa vie chez soi. Monsieur le Président, la sécurité, le dérèglement climatique constitue aujourd'hui le préalable, l'alpha et l'oméga, pour la réussite des ODD que nous avons adoptés ensemble aux Nations Unies, et ceci en symbiose avec la communauté internationale. Avant de mettre fin, ou j'allais dire, avant de mettre un terme à mes propos, Monsieur le Président, je voudrais, du fond du cœur et la main sur le cœur, je voudrais, du fond du cœur et la main sur le cœur, vous réitérer mes sincères remerciements. C'est très profond, très sincère pour le travail abattu en faveur du développement de notre pays par votre institution. Que Dieu bénisse chacune et chacun de vous et vous comble de ses bienfaits. J'ai été particulièrement heureux de vivre cette expérience, combien enrichissante, à la tête de notre État. Heureux d'avoir travaillé avec les autres institutions dont je salue ici la présence, avec beaucoup de considération et d'amitié. Elle nous aura permis de mutualiser cette expérience, de mettre en synergie les actions de l'exécutif et du législatif, puisque nous sommes encore dans votre institution que vous présidez si bien, avec une main de maître, avec les autres institutions aussi, au profit du bien-être du peuple béninois. J'ai beaucoup appris des députés, honorables députés, toutes mandatures confondues. Certes, c'est mon dernier message devant vous, mais je suis certain que j'aurai l'opportunité de rencontrer chacune et chacun de vous, dans notre pays ou ailleurs, car on dit souvent que les montagnes ne se rencontrent pas avec la technologie, les montagnes se rencontrent. Nous travaillerons ensemble encore, mes chers compatriotes, encore ensemble, où que je sois, sur cette terre comme au ciel, nous serons toujours ensemble. À Cotonou, à New York, à Washington, à Paris, à Tokyo, nous serons toujours ensemble, pour le bien de notre patrie commune. Mes chers compatriotes, Monsieur le Président, l'année 2016 sera marquée par une consultation électorale majeure dans notre pays, celle du choix du prochain président de la République. Je souhaite, avec beaucoup de respect, qu'elle se déroule dans la paix, la concorde, la transparence, et que nous en fassions un moment de fête et de consolidation de notre chère démocratie. Car une fois de plus, la règle d'ordre de l'alternance au sommet de l'État, prévue par notre Constitution, notre loi fondamentale, sera bel et bien respectée, comme j'ai coutume de vous le dire, confortant ainsi notre démocratie et le respect de la parole donnée. Monsieur le Président, œuvrons ensemble pour l'union sacrée de notre peuple, son respect. Œuvrons ensemble pour son bonheur. Œuvrons ensemble pour la paix profonde, l'amitié.
de nos âmes, de nous tous, pour notre chère patrie commune. Ouvrons ensemble pour régler dans la sérénité les défis auxquels fait face notre pays, le Bénin. Un don de Dieu que nous avons le devoir d'entretenir et de transmettre. Plus beau, toujours plus beau, plus uni et plus prospère que nous l'avons reçu, Monsieur le Président, aux générations futures. Bon vent dans vos fonctions. Bon vent à vous tous, honorables députés. Et je vous dis merci. En cette veille de Nouvel An, je souhaite au peuple béninois, aux honorables députés, ainsi qu'à nos partenaires et amis, une excellente année 2016. Chers partenaires, je ne peux que vous remercier du fond du cœur pour votre amour, car votre humanisme vous a toujours poussé à nous comprendre, à continuer de soutenir nos réformes. Et ce dont j'ai parlé ici, à vrai dire, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Comprenez que c'est grâce à votre soutien que mon pays, le Bénin, continue de relever les défis qui se posent à l'humanité tout entière. Que Dieu bénisse le Bénin. Que Dieu bénisse notre patrie commune. Que Dieu bénisse notre institution parlementaire. Que Dieu bénisse la coopération régionale, sous-régionale et internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie.